de Sud-Ouest. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré oui, c'est celui-là, d'avoir été invité par l'Académie de chirurgie pour vous parler donc de la prise en charge des cancers du poumon et des métastases pulmonaires par la radiologie interventionnelle. J'ai associé donc mon collègue Xavier Buis, qui est radiologue interventionnel au service, et deux oncologues, puisqu'on parlait des RCP, qui jouent un rôle énorme dans le développement de ces techniques à Bordeaux, François Chaumy, qui est pneumologue, et Marianne Fonck, qui est oncologue digestive. Alors voilà l'environnement dans lequel on travaille et qui est nécessaire maintenant pour la pratique de ce genre d'activité. C'est le scanner de l'Institut Bergonié qui malheureusement n'est pas à temps complet pour la radiologie interventionnelle, mais qui fonctionne le mercredi matin, le vendredi après-midi, et on le transforme en bloc opératoire. Vous voyez les deux opérateurs habillés comme des chirurgiens. L'écran ici qui montre l'endroit où on veut aller, c'est ici vers le rein, et on a en salle un écran qui rapporte exactement ces images, et les manipulateurs qui commandent un petit peu les images, mais on a un accès de commande directement en salle des images qui nous permet de voir ce que l'on fait en temps réel. L'autre grand progrès à l'heure actuelle dans le guidage, ce sont ces salles d'angiographie que vous voyez ici avec un arceau. Vous les connaissez sûrement. En fait, elles ont fait des progrès très récents. Nous, on a ce type de salle depuis 5 ans. Et ce sont des salles dites à capteur plan, c'est-à-dire que l'arceau peut tourner autour du patient. Ça, c'est la coupe scanner. Et ici, vous avez dans le scanner classique, on va traiter ce petit nodule en mettant donc une électrode de radiofréquence. Et ça, c'est l'image en coupe donnée par l'arceau. Donc dans les blocs opératoires, je sais que des chirurgiens orthopédistes, maintenant notamment ceux qui travaillent sur le genou, ont des arceaux mobiles qui permettent ce genre de reconstruction. Alors bien évidemment, en écho de ce qui était dit par Jacques Chirac, quand on a ce type d'équipement, on fait de moins en moins d'erreurs de balistique et on a de moins en moins de complications parce qu'on est extrêmement précis. Donc ça c'est en scopie, on a un écran double en salle où on peut voir en scopie où est-ce qu'on a mis l'électrode. Et puis on a cette image qui superpose une image de scopie et les images en coupe, en reconstruction sagittale, pour nous montrer qu'on est au bon endroit. Et ça, c'est le scanner fait 48 heures après la thérapeutique, où vous voyez le nodule au centre de la zone d'ablation, c'est-à-dire de la zone de brûlure. Alors, comment on travaille donc en radiologie interventionnelle pour détruire les tumeurs du poumon? Il y a différentes techniques. Donc Jacques Chirac a déjà un petit peu parlé, on va les voir un peu plus en détail. Pour détruire par le chaud, on peut utiliser différentes méthodes. La radiofréquence, les micro-ondes, le laser, il est relativement peu utilisé dans le poumon. Les ultrasons focalisés, alors là on ne met aucun dispositif dans l'organisme, c'est pas encore utilisé dans le poumon, loin de là, c'est utilisé surtout pour traiter des fibromes, mais c'est là une technique d'avenir. En plus, le guidage peut se faire par IRM. Alors là, on a accès à un environnement de guidage et de surveillance qui est extraordinaire. Le traitement par le froid, c'est la cryothérapie. Il y a d'autres techniques qui utilisent des courants électriques, c'est l'électroporation, alors qui est dite irréversible. C'est-à-dire que les courants électriques qui vont naviguer entre deux électrodes vont détruire suffisamment les membranes cellulaires pour entraîner une toxicité, une mort cellulaire. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dégagement thermique, donc relativement peu de toxicité sur l'environnement, mais ça va être toxique pour les cellules, et surtout ça s'affranchit aussi des effets de refroidissement ou de réchauffement liés aux vaisseaux. Quand on veut faire ces techniques-là, de radiofréquence ou de cryothérapie, si on a des vaisseaux à proximité, ils vont induire un frein au développement de la zone thermique. Donc ces techniques électriques sont intéressantes. Moi je n'en parlerai pas parce que c'est encore confidentiel. Alors voilà une électrode de radiofréquence là, qui chauffe. On utilise beaucoup dans le poumon ces électrodes déployables, je vais vous montrer pourquoi. Et ça c'est la sonde de cryothérapie avec le glaçon qui s'est formé. On verra, je vous montrerai en détail comment ça fonctionne. Alors comment fonctionne la radiofréquence? Ce sont des courants électromagnétiques avec comme vous le voyez ici, une phase positive et une phase négative. Les ions qui sont dans les tissus vont être activés dans un sens ou dans l'autre en fonction de la phase du courant. Comme on a une fréquence autour de 300 kHz, ça veut dire dans une seconde 300 changements de phase du courant, et les ions vont finir par se frotter les uns les autres et entraîner un échauffement. C'est comme ça qu'on arrive à chauffer les tissus et induire des destructions parce que la température monte jusqu'à 70 degrés. Voilà un petit peu ce qui se passe le long de l'électrode. Vous avez les agitations ioniques et puis petit à petit ça chauffe jusqu'à avoir une destruction thermique qui permet de détruire une sphère
dont le diamètre correspond, dans le cas des électrodes ici en parapluie, au diamètre de l'électrode. Alors ça marche très bien la radiofréquence à condition de ne pas être pressé. C'est comme en cuisine. Si vous voulez faire mijoter un plat, vous y allez tout doucement, sinon au fond de la casserole ou de la marmite, ça va accrocher et puis ça ne sera pas terrible. Donc la radiofréquence, c'est un petit peu comme si vous aviez une 2 chevaux en main. On peut aller très loin, mais il ne faut pas être pressé. Pour les gens pressés, il y en a toujours. Il y a toujours des gens qui veulent faire très très vite. Il y a ces systèmes de micro-ondes. Ils n'ont pas seulement l'avantage d'aller vite, mais ils permettent de traiter des lumières plus grosses. Du moins en théorie, parce que pour l'instant, les essais qui ont été faits montrent, c'est sûr que ça va vite, ça chauffe très très vite, mais par contre, le volume détruit n'est pas forcément beaucoup plus important. Ça reste encore à bien prouver. Le problème des micro-ondes, c'est que vous voyez la radiofréquence, on chauffe autour de 70-80 degrés. Là, on attend 200 degrés. Donc, localement, on peut faire des destructions beaucoup plus importantes. On vaporise les tissus. Un des obstacles à ces techniques, c'est bien sûr l'environnement, parce qu'avec les micro-ondes, on peut faire des destructions qui deviennent segmentaires, voire lobaires, et mettre des patients en danger du fait de la destruction thermique. Et puis, non seulement faire des destructions trop importantes vis-à-vis des capacités de réserve fonctionnelle du patient, mais aussi s'attaquer à des organes de voisinage, comme ici le médiastin ou circule des nerfs, tel le nerf phrénique, qu'on peut abîmer assez facilement avec la température. Donc, il faut se méfier de tout ça. La cryothérapie, elle fonctionne différemment. C'est donc faire passer à l'intérieur d'une sonde, en circuit fermé, de l'argon sous pression. Il arrive dans une chambre de détente, où le gaz est détendu, par des lois physiques bien connues de tous. Donc la détente du gaz entraîne une chute de la température, avec donc un glaçon dont le cœur du glaçon est à moins 40 degrés. À moins de 40 degrés, on détruit vraiment tout assez rapidement. En périphérie du glaçon, la température est à moins 20 degrés. Et pour atteindre une destruction la plus complète possible, on fait succéder des phases de congélation et de décongélation. Et ces phases successives, en fait, font un petit peu ce qui se passe lorsque vous mettez une bouteille d'eau dans un congélateur trop pleine. L'eau va, en passant de la phase liquide à la phase solide, va augmenter de volume, elle va faire éclater le contenant. Et dans les cellules, il se passe exactement la même chose. Entre les phases de congélation et de décongélation, il y a des transferts de liquide à l'intérieur des cellules, et les cellules finissent par éclater. Donc il y a une phase non seulement de destruction qui est thermique, mais aussi mécanique. Alors l'avantage de la cryothérapie, c'est qu'on peut mettre, si on est très riche, parce que chaque sonde coûte 1 000 €, quasiment autant de sondes qu'on veut, parce que l'appareil autorise la mise en place de 16 sondes. Donc ça permet de faire des destructions géométriques un peu particulières et surtout de faire des destructions de grand volume. Dans le poumon, je ne vous montrerai pas d'exemple parce que l'exposé était un peu trop long. On les utilise principalement pour traiter les tumeurs de l'apex, parce que le danger, c'est d'aller abîmer le plexus brachial avec la radiofréquence, et que souvent l'apex, à cause des zones de fibrose et séquelles, on n'arrive pas à le décoller avec un pneumothorax suffisamment de la région sous-clavière. Et là, avec la cryothérapie, on maîtrise bien ce que l'on fait, parce qu'on voit le glaçon affleurer la veine sous-clavière ou l'artère sous-clavière, et on sait qu'il ne faut pas aller plus loin. Donc ça, on arrive à bien maîtriser. C'est une des raisons de l'utilisation de la cryothérapie dans le poumon. L'autre utilisation, c'est la base, parce que le diaphragme est très sensible à la chaleur. On peut faire des hernies diaphragmatiques si on brûle un peu le diaphragme, alors que le tissu conjonctif du diaphragme est beaucoup moins sensible au froid. Et les tissus fibreux, en fait, résistent mieux à la congélation qu'au chauffage. Donc la proximité du diaphragme est une raison aussi d'utilisation de la cryothérapie. Mais partout ailleurs, la radiofréquence est la plus facile à utiliser et celle pour laquelle on a le plus d'expérience. Un point très important, c'est du mini-invasif. Mais il est important d'associer les anesthésistes à ce genre d'intervention. On ne peut pas faire ça sur le coin d'une table parce qu'on se heurte à de gros problèmes et aussi, non seulement de tolérance pour les patients, c'est pas parce que c'est du mini-invasif qu'ils auront moins mal. Ce sont des chauffés, un endroit dans l'organisme, lorsqu'on chauffe à côté de la plèvre, c'est quelque chose qui va faire mal. Donc il faut avoir un encadrement anesthésique, et notamment pour libérer le radiologue, qui puisse être concentré sur son geste, comme un chirurgien, et il a besoin de l'anesthésiste pour l'aider. Il faut vraiment que le patient soit dans les meilleures conditions possibles. Et les anesthésistes nous aident aussi, s'il y a des complications péropératoires, à les prendre en charge. Donc moi je me méfie du discours des radiologues qui disent on peut tout faire tout seul. Probablement dans beaucoup de cas oui, mais la présence des anesthésistes est quelque chose de très important pour la prise en charge de ces patients et assurer un bon résultat de ces techniques. Alors, le poumon est un organe extraordinaire pour ce genre de technique. Ça, c'est une étude qui avait été faite chez l'animal.
Et avec le même dispositif de radiofréquence, à peu près la même énergie, on fait des lésions 2 fois plus importantes dans le poumon si l'on compare ce que l'on obtient dans les tissus mous et dans le rein. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'air qui est autour du poumon, l'air du poumon qui est autour du nodule va faciliter le chauffage. C'est un isolant électrique, l'air, mais par contre, le chauffage dans le poumon est extrêmement facile. Parce que l'inertie thermique des gaz est faible. Plus on va des gaz vers les solides, plus l'inertie va changer. Et dans les gaz, on peut faire très vite varier la température. Donc si vous arrivez comme ici à mettre votre électrode, c'est pour ça que je vous disais que les électrodes déployables sont fabuleuses dans le poumon, parce que vous la mettez dans le nodule, donc déjà vous l'avez attrapé. Le patient, le poumon peut bouger, le nodule ne bougera plus parce qu'il est comme un hameçon, on a attrapé le nodule. Et la deuxième raison, c'est qu'une partie du parapluie où va circuler la radiofréquence est dans le poumon. Donc on va chauffer des alvéoles et très vite on va chauffer le gaz. Et c'est comme si vous mettez le nodule dans un four, parce que le nodule il va chauffer moins vite, parce que l'inertie thermique du nodule, lui, qui est un tissu consistant, qui est avec des cellules qui sont serrées les unes aux autres, l'inertie thermique elle est plus élevée que celle du gaz alvéolaire. Donc en fait, c'est passer un nodule dans un four, donc on arrive à avoir des meilleures marges et un traitement plus complet, plus facilement. Donc le poumon est vraiment un organe fabuleux pour ce type de traitement. Nous qui avons l'expérience de traiter des métastases dans le foie et dans le poumon, d'une part dans le poumon, vous voyez qu'on a une résolution spatiale bien meilleure, on voit des petits nodules comme ça, quelquefois dans le foie, on les voit en IRM, on les voit pas bien au scan, pour se guider c'est pas toujours très facile, donc il y a la résolution spatiale qui est importante pour guider et repérer, ça fait un atout, et le deuxième atout c'est vraiment cet environnement thermique. Bon, il y a des limites, hein. Ça c'est une métastase du rein qui, par ce petit prolongement, la petite queue de poils que vous voyez ici, ou de casserole, envahissait le médiastin, et un large contact avec l'aorte, bien évidemment, c'est difficile d'aller traiter ce genre de nodule. Celui-là, il semble accessible, mais il y a des vaisseaux autour. Je vous ai dit tout à l'heure que les vaisseaux allaient refroidir le chauffage, donc c'est pas idéal, il y a une scissure à traverser. Et comme on est radiologue, on joue avec les reconstructions, et quand on voit ce nodule, vous voyez, il est niché non seulement au contact de cette artère segmentaire, mais également au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Là, c'est pas pour nous. Aller mettre des aiguilles là-dedans, c'est d'une part pas facile, en plus on se heurte à des complications. Il y a aussi le fait, ça c'était une métastase du côlon, que je pense qu'un chirurgien a intérêt à aller accéder à ces nodules si c'est une indication de traitement local qui est retenue, parce que ces nodules, le cancer de métastase de cancer du côlon, il fera un prélèvement ganglionnaire, que nous on ne peut pas faire bien sûr. Et plus les nodules sont près du HIL, plus le risque d'envahissement ganglionnaire est important. Alors, ça n'a pas un rôle thérapeutique, ce prélèvement ganglionnaire, mais c'est un rôle pronostique pour le patient. Si jamais les ganglions sont envahis, on peut faire bien sûr une radiothérapie, mais le pronostic du patient est bien sûr plus défavorable. Alors, la radiothérapie stéréotaxique a aussi la vertu et les possibilités pour traiter ces petits nodules. Après, c'est une décision, en effet, toujours pareil, pluridisciplinaire de savoir ce que l'on propose au patient. L'analyse du contenu ganglionnaire pouvant être quelque chose d'important. Alors ça marche vraiment remarquablement bien dans le poumon, ce type de traitement. Pour des tumeurs à 2 cm, voici grosso modo sur cet article qui faisait une revue de la littérature de 2010 par Deberle, mon collègue de l'IGR, qui travaille aussi beaucoup sur le poumon. Des tumeurs inférieures à 2 cm, on a des taux de réussite de 78 à 96%. La différence, elle vient principalement de l'utilisation ou non d'une anesthésie générale. Ça, des 78-80% sont les Japonais. Ils font tout sous anesthésie locale et sédation. Le problème, c'est que quand le patient a mal, il bouge, c'est humain, on a tendance à vouloir raccourcir le temps de traitement et puis finir peut-être avant l'heure. Et 96%, ce sont les séries françaises. On a des taux qui avoisinent les 100% parce qu'en France, et puis dans beaucoup des pays en Europe, on travaille uniquement sous anesthésie générale. Ça nous permet de faire les traitements dans de meilleures conditions. Alors, au-dessus entre 2 et 3 cm, on a des taux peut-être un peu moins bons, mais qui sont encore remarquables, autour de 90%. Par contre, la radiofréquence, au-delà de 4 cm, ça devient une technique tout à fait hasardeuse. On peut avoir des bons résultats, mais vraiment l'efficacité locale est moindre. Et c'est là qu'on peut passer à la cryothérapie ou au micro-ondes pour essayer d'avoir des volumes plus gros en termes de réponse. Alors, les facteurs qui, outre la taille, on vient d'en parler, donc 3 cm, 4 cm qui sont à peu près la limite. Les facteurs pour une ablation incomplète, c'est le contact vasculaire.
Je vous l'ai dit, ça va jouer le rôle d'un réfrigérateur, si c'est le cas d'une radiofréquence, ou au contraire quelque chose qui réchauffe. C'est comme un radiateur de voiture. Vous faites circuler de l'eau pour refroidir le moteur pendant qu'il tourne. C'est la même chose. Dès que vous avez un gros vaisseau, il va refroidir. Le contact du médiastin ou des cavités cardiaques. Alors, en fait, c'était démontré chez l'animal qu'il y avait le péricarde, c'est quelque chose de tout à fait résistant. On a du mal à l'abîmer en le chauffant. Par contre, les problèmes viennent un petit peu de la trouille que l'on a, nous, à aller traiter ces nodules qui sont près du médiastin. Et il ne faut pas hésiter, pour être en sécurité, à créer des petits pneumothorax, comme ici. On a, vous voyez, attrapé le nodule, et puis on avait créé un pneumothorax parce qu'on avait traité un autre nodule ici. Vous voyez la zone d'ablation, on a retiré tout le matériel, résultat pneumothorax. Et avec ce genre d'électrode, on tire dessus, et puis la plèvre est venue au contact. On s'est fait un petit coussin de sécurité ici, gazeux, pour éviter d'aller chauffer la graisse médiastinale. Alors la complication principale, c'est le pneumothorax qui survient, vous voyez, quasiment une fois sur deux. Pas toujours drainé, parce que quelquefois en aspirant, on arrive à bien contrôler le problème. Les facteurs de risque, eh bien, tout dépend des patients auxquels on s'adresse. Quand on va traiter des patients qui ont des carcinomes bronchiques, ben, ils ont souvent de l'emphysème et c'est un facteur de risque. Quand on va traiter des patients qui ont des métastases, qui en ont 3 ou 4, évidemment, si on les traite dans le même temps, c'est un facteur de risque aussi. Donc tout ça entre en jeu. La question que nous on se pose régulièrement, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment une complication? Quand un chirurgien va ouvrir le thorax, forcément, il aura 100% de pneumothorax. On a tendance, nous, à considérer donc, que les pneumothorax tardifs, chroniques ou récidivants, sont vraiment les complications à noter. Ça veut dire qu'il y a une fistule, comme ici, où la plèvre viscérale est fistulisée, parce que le chauffage est bien un petit peu débordé ici. Et bon, si vous avez une bulle d'emphysème, là, ça peut être un problème. Alors, on a maintenant tout un tas de systèmes qui sont en train d'apparaître. On peut mettre des petits bouchons sur le trajet qui permettent d'occlure et d'éviter ce genre de fistule ou de pneumothorax chronique. Donc, il y a plein de développements qui aident à la diminution des complications. Les complications autres, mais qui sont assez rares, moins de 10% dans les expériences, on est un petit peu dans le même dynamique que des vertébroplasties. C'est plus on en fait, moins on voit de complications apparaître. Néanmoins, il y a des pleurésies qui sont souvent tout à fait banales, pleurésies inflammatoires liées au chauffage ou au refroidissement de la plèvre, avec relativement peu qui nécessitent un drainage. Il peut y avoir des complications très rares, mais qui sont souvent anecdotiques, mais il faut les connaître et les présenter aux patients lorsqu'on leur explique qu'on va faire ça. C'est les hémoptysies. Il peut y avoir soit des blessures vasculaires, soit des blessures tardives avec des pseudo-anévrismes sur les artères pulmonaires. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et le risque majeur, mais qu'on peut dépister si on fait l'examen dans de bonnes conditions de contrôle radiologique, c'est l'embolie gazeuse. Dès qu'on le dépiste, il faut arrêter, réveiller le patient, et s'il n'y a pas de complications, on en reste là. S'il y a des complications neurologiques, c'est le caisson pour essayer de resolubiliser les petites bulles gazeuses qui sont dans les vaisseaux. Mais ça reste quand même des complications assez rares. Donc une technique très bien tolérée. Venons-en aux indications et aux résultats. Dans le carcinome bronchique, le traitement reste la chirurgie. Le traitement reste la chirurgie, l'allobectomie, voire la segmentectomie lorsque les tumeurs sont de petite taille, des T1A. Les Japonais font de plus en plus de segmentectomie avec des bons résultats. Par contre, il y a des patients, malheureusement, du fait des comorbidités qui ne sont pas opérables. Les tumeurs sont résécables potentiellement, mais les patients ne sont pas opérables. Alors là, il y avait jusqu'à présent que la radiothérapie, et puis est apparue la radiofréquence, et maintenant il y a aussi la radiothérapie sérotaxique. Donc je vous montrerai un petit peu les résultats. Après l'irradiation classique, non sérotaxique, était quand même une technique qui marchait, mais avec 40% de rechute locale. Alors après, qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est les patients non opérables. Et là, la radiofréquence a montré qu'elle était une solution possible pour ces patients, donc de rattrapage. Et dans les stades avancés, on va voir par exemple, les stades avancés, ça peut être des petites tumeurs, mais avec des envahissements ganglionnaires. Alors là, on peut marier les techniques. Si la tumeur est périphérique, je vous montrerai un exemple, on fait la radiofréquence sur la tumeur, et le patient a une radiothérapie sur le médiastin, pour éviter d'avoir un champ de radiothérapie trop important. Alors, c'est vrai que le problème du carcinome bronchique, il est différent de celui des métastases, parce que voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est cette infiltration périphérique dont on voit quelquefois difficilement les limites. Et en imagerie, on voit très bien ça.
Et ça, en périphérie, quelquefois, on le voit moins bien, il faut l'avouer. En scanner, on n'est pas toujours excellent sur les marges du carcinome bronchique. Donc, quand on veut traiter, il faut traiter comme ça, si possible, avoir une marge de 8 à 10 mm autour de la tumeur que l'on traite, surtout si c'est un adénocarcinome. Donc il faut traiter comme ça avec ces électrodes, en déployant, en essayant de chauffer le plus possible pour avoir des marges... Je suis en retard ? Bon, il faut que j'accélère beaucoup. Alors écoutez, je vais accélérer pour vous quand même montrer un petit... Alors on peut traiter des poumons uniques. Ici, voici un exemple, c'est tout à fait possible, sans trop de complications. Les restrictions, la fonction respiratoire en est une, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de modification de la fonction respiratoire avant et après la procédure, et que sur les patients qui avaient des VMS assez bas que l'on traitait, la décompensation respiratoire reste momentanée et récupère bien après. Dans les résultats, je suis désolé, comme je suis un peu trop long, je vais passer juste pour vous dire que donc, dans une étude française qui va être en cours de publication, sur des carcinomes bronchiques non opérables, on avait quand même 58% de survie à 5 ans, avec une survie sans progression quand même relativement faible. Ce sont des patients qui ont fait d'autres rechutes, soit ganglionnaires, soit métastatiques. Il y a 5 ans, 30% de survie sans progression. Et en analyse multivariée, c'était surtout la taille qui sortait comme étant un facteur important. En rechute locale, relativement peu, puisqu'à 3 ans, il y avait simplement 21% des tumeurs qui avaient rechuté. Donc plus de 80% de succès. Alors, juste des exemples pour vous montrer ça. C'est un patient avec une tumeur T1B traité par radiofréquence. On applique l'électrode dans 2 endroits pour être sûr de bien cibler le volume tumoral. Et vous voyez, on fait un TEP avant et le TEP après, la zone d'ablation ne fixe plus, mais par contre, il y a une fixation ici. Il reste une petite partie de la tumeur incomplètement traitée. Et ça ne nous empêche pas, quelques mois après, donc, de le reprendre en charge pour le retraiter, en ayant fait des biopsies pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un granulome inflammatoire, mais vraiment d'un bout de la tumeur qui restait encore. Donc ce sont des patients qu'on peut traiter. Ça, c'est un traitement combiné. Donc une tumeur ici, des métastases ganglionnaires, une métastase osseuse. Il a une chimiothérapie d'induction et on traite après par radiofréquence la tumeur et par radiothérapie, voilà la radiofréquence de la tumeur, par radiothérapie le médiastin et la côte. J'en viens très rapidement, j'en ai pour 2-3 minutes pour vous parler des métastases. En écho de ce que vous disait Jacques Chirac, la prise en charge des maladies métastatiques est en train d'évoluer complètement suite au progrès des médicaments anticancéreux. Juste un exemple, ce patient, il a un cancer de la thyroïde en 2002 et en 2006, on voit au moins une vingtaine de métastases pulmonaires apparaître, toutes réfractaires à l'iode. Il n'y a pas de solution. Soit on ne fait rien, 20 métastases à traiter en chirurgie chez un patient qui avait un peu plus de 70 ans, c'était un peu difficile. On ne peut pas lui donner de l'iode radioactif parce que la scintigraphie à l'iode montrait qu'il ne captait pas. On s'est dit avec l'oncologue en RCP, on va peut-être aller traiter sur le TEP scan celles qui fixent, et on les a traitées. Et petit à petit, en 5 ans, on lui a traité les 20 métastases. Certaines ont été traitées par chirurgie, avec une lobectomie inférieure. Vous voyez le scan avant, là, en MIP, donc en obstruction, on voit tous les métastases, et petit à petit, on a vu tout disparaître. C'est un patient que je continue à suivre, il a maintenant 80 ans, il a eu encore 5 métastases traitées, au total, il en a eu une trentaine, 25 traités par radiofréquence et 5 par chirurgie. Et l'élément vraiment étonnant, c'est que la thyroglobuline, qui est le marqueur du cancer thyroïdien, vous voyez que chaque fois qu'on a fait un traitement local, elle a chuté, jusqu'à arriver à des valeurs quasiment proche de 0. Donc c'est un patient qui joue au golf, il n'a aucune restriction de fonction pulmonaire, et petit à petit, dans un programme thérapeutique de traitement locaux, on est arrivé à lui rendre service. Alors ça, c'est juste pour vous dire que le cancer colorectal est en train d'évoluer énormément et que la prise en charge de la maladie métastatique est vécue par les médecins, par les patients, comme une maladie chronique, un peu comme le serait la prise en charge d'un diabète ou une hypertension artérielle. On ne guérira jamais les patients, mais on arrive à les contrôler localement avec... je vais aller à ma conclusion pour vous montrer qu'avec l'IGR, on a offert à ces patients pour lesquels en RCP il est décidé de traiter les métastases pulmonaires, de cancers tout à fait variés. En gros, si la décision de traitement par radiofréquence ou de traitement local est prise en RCP,
la survie à 5 ans est de plus de 50%. Donc ce sont des patients qui sont métastatiques, mais auxquels on peut offrir une chance sur deux d'être en vie 5 ans plus tard. Et je voudrais finir par une diapositive pour vous dire qu'on a besoin de votre aide, parce que ces techniques, en France, on a un peu de mal à reconnaître les évolutions quelquefois, et on a du mal, nous, à faire reconnaître ces techniques qui sont économiques en termes quand même de soins apportés, puisqu'on a des hospitalisations courtes, diminution de taux d'hospitalisation, mais par contre, il n'y a aucune cotation, tarification dans les CCM. Donc les hôpitaux qui s'engagent pour aider ce genre de thérapeutique sont obligés de fournir des dossiers pour avoir des financements par les MIGAC de façon annuelle, et c'est une espèce de chemin de croix à la fois pour les médecins et puis pour les administratifs qui chaque année remettent le métier sur l'ouvrage pour essayer d'avoir des financements. Voilà, je vous remercie. Madame, nous sommes très heureux de vous accueillir pour une deuxième fois et nous sommes heureux d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette très belle présentation qui a répondu, je pense, à beaucoup de questions. Mes commentaires, c'est plutôt des questions aussi. La première, c'est est-ce que vous avez toujours un diagnostic histologique quand vous traitez ces nodules, appelons-les des nodules. Bien sûr, il y a les présomptions, non pas d'innocence, mais de diagnostic, quand la tumeur vient d'arriver. Mais c'est toujours un peu gênant de traiter quelque chose dont on ne sait pas très bien ce qu'on traite. Mon autre question, c'est est-ce que dans le traitement des tumeurs qu'on sait hémorragiques, très hémorragiques, je pense en particulier aux métastases des cancers du rein, est-ce que il y a toujours une indication à la radiofréquence? Est-ce que là, vous ne préférez pas plutôt faire du froid pour un peu faire de la contraction vasculaire plutôt que d'augmenter et de prendre des risques d'hémoptysie peut-être importants? Et puis, quel est le temps d'hospitalisation de ces patients? Ils ont quand même un pneumothorax, il est petit la plupart du temps, mais enfin, il est quand même très fréquent. Et est-ce que de temps en temps, il ne prolonge pas un peu le temps d'hospitalisation? Je vous remercie pour ces excellentes questions. En effet, le temps d'hospitalisation, en fait, il est en moyenne de 2 jours. Les patients rentrent la veille, donc on fait le traitement. Et s'il y a un pneumothorax, il reste 3 jours, parce qu'on leur fait 24 heures de drainage, s'il y a un drainage. Quelquefois, ils sortent le lendemain d'intervention. Donc ça se passe bien. Il y a quand même une antibiothérapie que l'on donne pour éviter les risques infectieux. Le problème des métastases hémorragiques, notamment du cancer du rein. Alors, en réponse aussi à la première question, c'est que c'est difficile de les biopsier, si on décide de les faire, parce que là, le saignement autour va faire disparaître un peu la silhouette du nodule dans le poumon, là, qui est tout noir. Donc on voit moins bien ce que l'on fait. Donc ça, c'est pas très bien de les biopsier. Par contre, la radiofréquence, c'est pas une contre-indication, parce qu'il y a quand même... on chauffe, donc on cautérise aussi. Donc on brûle... ça se passe vraiment très bien. Par contre, en effet, à ce moment-là, si on veut faire la preuve, il vaut mieux dissocier la biopsie. Si on a l'intime conviction que c'est un cancer de la thyroïde, par exemple, avec des métastases, avec des risques de saignement, il vaut mieux dissocier la biopsie du geste. Par contre, dans beaucoup de cas, on est capable d'associer la biopsie à la radiofréquence. Alors le problème, c'est que souvent, on ne fait pas beaucoup de prélèvements parce qu'on ne veut pas faire saigner et perdre le... Mais la question que vous posez est tout à fait fondamentale. En effet, pour les carcinomes bronchiques, on a toujours une preuve, ça c'est sûr. Par contre, pour les métastases, souvent l'histoire du patient parle d'elle-même. Mais c'est vrai que c'est une critique que l'on a dans les articles qui sont publiés. C'est qu'on nous dit souvent, même si l'histoire est... Vous n'avez pas de preuve histologique. Donc vous avez tout à fait raison. Une question, parce que nous avons 2 communications à entendre et vous voyez que l'heure avance. Je pense qu'il y a une question à celle-là. Merci Jean. Je sais que tu avais une diapo là-dessus, c'était comment répartir les patients entre la radiofréquence et la radiothérapie stéréotaxique. Parce qu'en RCP, c'est maintenant de plus en plus fréquent. Et on a des difficultés de savoir comment orienter les patients. Je te remercie. C'est un réel problème en effet de discussion. Les preuves ne sont pas encore tout à fait bien établies. Ce qui sort de certains articles qui reprennent un peu la littérature, c'est qu'avec la radiothérapie stéréotaxique, il semble qu'il y ait moins de complications.
Il y a peut-être que pour le carcinome bronchique, probablement que la radiothérapie stéréotaxique va prendre un peu le dessus dans les techniques, on va dire non chirurgicales. D'autant plus qu'aux États-Unis, les radiothérapeutes stéréotaxiques sont très agressifs, puisqu'il y a une étude randomisée qui veut comparer la chirurgie et la radiothérapie stéréotaxique. Nous, on n'allait pas jusque-là. En revanche, dans les métastases, je pense que la multiplicité des nodules que l'on peut traiter est peut-être un frein au développement de la radiothérapie stéréotaxique. C'est-à-dire que dans la même intervention, nous, on peut traiter jusqu'à 5 nodules. Bon, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, avec des risques de pneumothorax plus importants, mais c'est quand même un facteur plus facilitant pour la décision de radiofréquence. Mais bonne question. Hein. J'ai une toute petite question. Est-ce qu'il y a encore une place pour la chirurgie? Oui, alors, totalement. Non, moi, le chirurgien que vous connaissiez peut-être, Antoine Avril, qui était chirurgien oncologique là, du Centre anticancéreux de Bordeaux, est très ouvert. Quand en 2003, on a voulu démarrer la radiofréquence, il m'a pas accueilli à bras ouverts, mais il m'a dit, écoute, démarre, c'est normal. Son recrutement a chuté, mais il a continué, et puis il y a eu un effet de centre. Et puis, quand il est parti à la retraite, c'est-à-dire il y a 2 ans, il opérait plus qu'avant la radiofréquence pulmonaire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'abord, il y a un effet de centre qui joue. C'est-à-dire, comme je disais en préambule, quand vous avez un restaurant, si vous en mettez un deuxième à côté, il y a de plus en plus de gens qui vont passer parce qu'ils se disent, tiens, dans ce coin, il y a des restaurants, on va s'asseoir pour manger. Donc, il y a plus de gens qui viennent. Donc ça joue. Si vous avez plusieurs techniques à proposer, les patients seront plus, pas attirés, mais il y a quand même une expertise qui est plus importante. Et la deuxième chose, c'est que les oncologues ont compris, grâce à la radiofréquence pulmonaire, que les traitements locaux des métastases étaient une donnée importante à proposer. Alors, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont traités par radiofréquence, mais la radiofréquence ne peut pas tout faire. Et donc la chirurgie reste quand même un domaine important. Et si on peut avoir ce dialogue constructif avec les chirurgiens, au-delà d'une RCP, parce que je pense que ça dépasse vraiment les petites querelles qu'on peut avoir en RCP en disant c'est moi ou c'est toi, on peut arriver à vraiment offrir aux patients des propositions thérapeutiques tout à fait intéressantes.